Un jour, mon père m'a reproché de m'habiller comme une fille facile et m'a ordonné de me couvrir. J'ai donc décidé de lui donner exactement ce qu'il voulait. Tout a commencé ce fameux jour de canicule où j'ai enfilé un débardeur et un short pour aller faire quelques courses. Il faisait bien plus de 30 degrés dehors. « Tu ne quittes pas la maison habillée comme ça », m'a-t-il lancé alors que je récupérais mes clés de voiture. J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue, franchement banale pour l'été. Il a insisté, le visage écarlate. « Couvre-toi, je ne veux pas que ma fille ait l'air de se vendre. » Je suis donc remontée, j'ai troqué mes vêtements légers contre un jean et un sweat à capuche, malgré la chaleur étouffante. Il a hoché la tête, satisfait, en m'expliquant que c'était une question de respect, de dignité et de réputation. Le soir même, j'ai fait un peu de shopping en ligne avec sa carte, puisqu'il semblait si préoccupé par ma façon de m'habiller. Le lendemain matin, je suis descendue vêtue d'une longue robe en jean, ne laissant voir que mes mains et mon visage. « Merci de m'avoir appris la pudeur », lui ai-je lancé. Il semblait content de lui, du moins jusqu'à ce qu'on arrive à son barbecue d'entreprise et que tout le monde me demande si j'allais bien et pourquoi j'étais sapée comme en plein mois de janvier. Elle explore la mode pudique, a-t-il tenté d'expliquer, visiblement mal à l'aise, alors que ses collègues échangèrent des regards embarrassés, pendant que je dégoulinais sous 3 couches de fringues. Le lundi, j'ai haussé le ton, direction le lycée en combinaison d'apicultrice, puisque papa tenait tant à ce que je me couvre et me protège du regard des autres. Le proviseur l'a appelé dans la matinée pour savoir si, par hasard, on m'obligeait à porter des vêtements religieux extrêmes. « C'est juste une phase », a-t-il soufflé. Mais j'ai pris soin d'annoncer bien fort à l'accueil que mon père trouvait mon corps tellement honteux qu'il fallait absolument le cacher. La conseillère d'orientation prenait des notes, tandis que mon père virait au violet. Le mardi, il devait dîner avec des clients au club de golf. J'ai débarqué en burqa intégral, commandé en express sur Amazon. « Voici notre fille !» a-t-il marmonné tandis que ses investisseurs japonais me dévisageaient, complètement déconcertés. Ils n'ont pas arrêté de l'interroger sur notre religion et sur la fréquence de ce genre de pratique dans les familles américaines, pendant que je dînais en silence derrière mon voile. Son client principal l'a pris à part pour lui faire part de ses doutes sur le fait de travailler avec quelqu'un qui imposait de telles règles à sa fille. J'ai entendu mon père tenter de justifier que tout ça n'était qu'une crise d'ado un peu théâtrale. Le mercredi, j'ai innové pour le pique-nique de son entreprise. Combinaison de protection chimique, histoire d'être vraiment protégée, cette fois contre tout. L'épouse de son patron l'a intercepté près de la salade de pommes de terre, l'air grave, pour lui dire qu'elle s'inquiétait sérieusement pour moi. Si vous avez besoin d'aide face à des problèmes de contrôle ou d'extrémisme religieux, il existe des solutions pour les salariés, a-t-elle proposé, alors que je restais à côté, vêtue de jaune, expliquant à qui voulait l'entendre que mon père considérait ma peau trop dangereuse pour être montrée. Le jeudi, réunion parents-prof oblige, j'ai opté pour une robe de deuil victorienne, voile noir couvrant tout mon visage. Ma prof a carrément demandé à mon père s'il me maltraitait ou s'il m'obligeait à rejoindre une secte, pendant que j'avais l'air d'un fantôme gothique échappé du 19e siècle. Elle semble réclamer de l'aide, a-t-elle déclaré, alors que mon père tentait de nier, mais elle avait déjà lu ma rédaction où j'expliquais comment il m'avait traité de fille facile à cause de ma tenue normale. Le vendredi soir, j'ai sorti le grand jeu en arrivant au dîner de célébration de sa promotion en armure médiévale complète. Rien de tel que des plaques de métal pour être couvertes. Le cliquetis métallique a attiré tous les regards et son directeur régional a immédiatement demandé pourquoi j'étais habillée comme une chevalière en partance pour la guerre. Mon père dit que mon corps est une arme qu'il faut contenir, ai-je lancé à voix haute, et le restaurant entier s'est tourné vers nous, plusieurs convives dégainant leur téléphone pour immortaliser la scène, pendant que mon père se liquéfiait sur place. Résultat, sa promotion a été mise en suspens, le temps qu'on enquête sur notre situation familiale. Samedi matin, les voisins ont débarqué pour une intervention, après m'avoir vu tondre la pelouse toute la semaine en combinaison anti-radiation. « On s'inquiète pour votre fille », a déclaré Madame Jacobs, entourée de 6 autres parents sur le qui-vive, photos et emploi du temps à l'appui, persuadés d'être face à un cas de maltraitance. Mon père n'arrêtait pas de répéter que je faisais tout ça par pure provocation, mais moi, j'expliquais calmement que je ne faisais que suivre ses règles sur la pudeur et le fait de cacher ce corps, soi-disant honteux. Le dimanche, sa compagne l'a quitté par texto, expliquant qu'elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui torturait moralement sa fille. Son patron lui a conseillé de prendre un congé familial pour régler ses affaires, et la protection de l'enfance a ouvert un dossier après avoir reçu 17 signalements de la part de citoyens inquiets. Je l'ai retrouvé à la cuisine, effondré, la tête dans les mains, pendant que je portais ma dernière trouvaille. Une combinaison de plongée intégrale avec casque en laiton. « S'il te plaît, arrête !» a-t-il supplié. Mais je lui ai rappelé que c'est lui qui avait laissé entendre que je m'habillais comme une fille facile et que je devais me couvrir. « Très bien, fais ce que tu veux !» a-t-il lâché, complètement à bout. Mais son téléphone a sonné. Le nom de son avocat s'affichait à l'écran. Ma mère, mise au courant par des amis, réclamait la garde en urgence pour maltraitance psychologique. En décrochant, il est devenu livide et m'a lancé un regard que je ne lui connaissais pas. « Laisse tomber les vêtements !»
a-t-il murmuré. J'ai une meilleure idée pour t'apprendre la leçon. Son regard est resté dur, presque glacial, en déposant son portable sur le plan de travail, et j'ai compris d'un coup que cette fameuse « meilleure idée » risquait d'être bien pire qu'une simple histoire d'habits. Mon estomac s'est noué quand il s'est approché et, tout à coup, le casque de plongée m'a semblé peser une tonne. Il est passé devant moi sans dire un mot, a gravi les escaliers, et j'ai saisi mon téléphone sur la table, les mains tremblantes dans mes gants de caoutchouc. J'ai envoyé un message à maman aussi vite que possible, tout en tendant l'oreille au bruit de pas dans l'escalier. Je lui ai raconté sa menace et je l'ai supplié de venir me chercher tout de suite. Elle m'a répondu dans la foulée, m'annonçant qu'elle était déjà en route avec Shinmon, son avocate, et m'a ordonné de rester en vue et de laisser mon téléphone en mode enregistrement. J'ai galéré avec les réglages à travers les gants de plongée et j'ai réussi à lancer l'enregistrement pile au moment où les pas de papa redescendaient dans l'escalier. Il est revenu avec une vieille valise marron que je reconnaissais du placard de l'entrée et l'a posée lourdement sur le carrelage de la cuisine. Il a alors annoncé que je partais dès le lendemain matin dans un camp en pleine nature pour adolescents difficiles. Il avait déjà versé la compte pendant que je me changeais pour la plongée et apparemment ce camp était spécialisé dans la rééducation des filles irrespectueuses qui font honte à leur famille. L'endroit s'appelait Redemption Ranch, quelque part dans l'Utah, et ils avaient prévu d'envoyer quelqu'un me chercher à 5 heures du matin. Je n'avais même pas le temps de digérer ce qu'il disait que la sonnette retentissait, stridente et insistante. Papa, qui arborait jusque-là un air satisfait, est devenu perplexe en se dirigeant vers la porte. À travers la petite vitre du casque, j'ai vu maman sur le pas de la porte, accompagnée d'une femme en tailleur et de 2 policiers. Maman a bousculé papa pour entrer et a brandi devant les agents une pile de papiers, leur expliquant qu'elle venait me récupérer pour raison de sécurité. La femme en tailleur, c'était Shinmon, qui a sorti un document officiel cacheté du tribunal. Papa a tenté de leur barrer le passage en criant que c'était un enlèvement, qu'on ne pouvait pas lui enlever sa fille comme ça. Shinmon, imperturbable, lui a expliqué que l'ordonnance de garde d'urgence confiait immédiatement ma garde à maman. Les 2 policiers se sont postés dans l'embrasure de la porte, prêts à intervenir au moindre débordement, pendant que papa virait au violet sous l'effet de la colère. Il n'arrêtait pas de me désigner du doigt, moi et ma combinaison de plongée, répétant que j'étais la cause de tout ce chaos, mais les policiers se contentèrent de le surveiller de près. Maman m'a dit de préparer mes affaires. J'ai gravi les escaliers aussi rapidement que possible vu la combinaison. J'ai attrapé mon sac à dos, y ai fourré des vêtements au hasard, mon ordi portable, mon chargeur et le dossier où je garde tous les reçus de mes costumes. Papa nous suivait partout dans la maison en râlant contre un soi-disant complot, répétant que j'avais monté tout le monde contre lui alors que je n'avais fait que suivre ses propres règles sur la nécessité de me couvrir. Maman m'aidait à retirer mon casque de plongée pour que je voie mieux, mais papa lui a arraché des mains pour le balancer contre le mur. L'un des policiers est entré et a demandé à papa de se calmer, sinon il devrait l'emmener. Je me suis changée rapidement dans la salle de bain, abandonnant la combinaison pendant que maman montait la garde devant la porte, et j'entendais papa se disputer en bas avec Shinmon au sujet de ses droits parentaux. Lorsque je suis enfin réapparue en habits normaux, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 1 semaine, maman m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré que tout irait bien maintenant. On est descendu, papa faisait les 100 pas dans le salon sous la surveillance attentive des policiers. Il a tenté une dernière fois de nous barrer la route, mais Shinmon lui a rappelé que toute violation de l'ordonnance entraînerait son arrestation immédiate. Papa est resté planté sur le seuil à nous observer monter dans la voiture de maman, et je l'ai vu donner un grand coup de pied dans l'encadrement de la porte alors qu'on partait. Ce soir-là, dans l'appartement de maman, on s'est retrouvés à sa petite table de cuisine, tandis que Shinmon étalait une montagne de dossiers juridiques. Elle nous a expliqué que l'audience pour la garde aurait lieu dans 2 semaines, et qu'il faudrait absolument documenter chaque élément. Elle a insisté sur le fait que la menace de papa concernant le camp jouait en notre faveur. Ces endroits ont vraiment mauvaise réputation pour maltraitance. Elle avait déjà saisi le juge pour empêcher tout départ sans accord du tribunal et voulait des copies de tous mes reçus de costumes comme pièces à l'appui. Maman nous a préparé du thé pendant que Shinmon prenait tout en photo avec son téléphone, y compris des captures d'écran des messages furieux de papa qui commençaient à arriver. Elle m'a conseillé de ne jamais répondre à ses textos et de tout lui transférer directement. Le lundi matin au lycée, tout paraissait à la fois étrange et familier. Je suis allée voir la conseillère avant le début des cours et dès qu'elle m'a vue, Adeline Bray s'est levée pour m'accueillir dans son bureau, a fermé la porte et m'a demandé comment j'allais après le week-end mouvementé. Elle avait pris des notes méticuleuses depuis l'épisode de la combinaison d'apiculteur et voulait s'assurer que je me sentais en sécurité chez maman. Sur son bureau trônait un gros dossier à mon nom, débordant d'emails imprimés et de notes manuscrites. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'aménagements particuliers au lycée ou si je rencontrais d'autres soucis. J'étais en train de lui parler de l'ordonnance de garde d'urgence quand des cris ont retenti du secrétariat. Par la fenêtre, j'ai aperçu papa en train de s'énerver avec la secrétaire, exigeant de me voir. Le proviseur est sorti de son bureau pour s'interposer entre lui et le couloir qui menait à nous. Papa répétait de plus en plus fort qu'il avait des droits et qu'on ne pouvait pas l'empêcher de voir sa fille. Le proviseur, très calme, lui a expliqué qu'il devait quitter les lieux sinon la police serait appelée, et papa a frappé violemment le comptoir. Je l'ai vu par la fenêtre du bureau alors que 2 agents de sécurité l'escortèrent vers la sortie, lui qui beuglait qu'il allait porter plainte. Il m'a aperçu derrière la vitre, m'a montré du doigt en hurlant quelque chose que je n'ai même pas compris. Adeline Bray a aussitôt prévenu maman, puis a contacté Shinmon pour signaler l'incident.
Cet après-midi-là, maman est venue me chercher plus tôt parce que Osea Tanaka, de la protection de l'enfance, arrivait pour notre premier entretien officiel. Il est venu chez maman avec sa tablette et un épais dossier, le visage à la fois doux et grave. Il s'est installé face à moi à la table de la cuisine et m'a expliqué qu'il était chargé de faire la lumière sur les 17 signalements déposés. Il menait son interrogatoire avec minutie, tout en restant respectueux, posant des questions sur tout, du tout premier incident avec le débardeur à la fameuse confrontation autour de la combinaison de plongée. Il a photographié l'intégralité de mes reçus liés au costume, notant soigneusement les dates et montants, tout en cherchant à connaître exactement les mots de papa et ses réactions à chacune de mes tenues. Il s'est particulièrement intéressé à la menace du camp nature et m'a demandé s'il existait le moindre document concernant Redemption Ranch, que papa aurait pu mentionner. J'ai donc sorti mon téléphone pour lui montrer le site du camp, que papa avait mis dans nos favoris 3 jours plus tôt sur l'ordinateur familial. Osea a fait des captures d'écran de tout, y compris du passage qui parlait de briser l'esprit rebelle par l'isolement et le travail physique. C'est alors que mon téléphone s'est mis à vibrer. Papa enchaînait les messages. Le premier disait qu'il était désolé et voulait discuter. Mais très vite, le ton a changé. Il m'accusait de gâcher sa vie. Maman a aussitôt pris mon téléphone pour enregistrer chaque message qui arrivait de plus en plus rapidement. Papa écrivait que j'avais détruit sa carrière et son couple, que désormais j'essayais de lui retirer ses droits parentaux. Il affirmait qu'aucune fac n'accepterait mon dossier après ce que j'avais fait et qu'il ferait tout pour montrer à quel point j'étais manipulatrice. Maman a tout transféré à Shin, qui nous a rappelé dans la minute, précisant que ce harcèlement enfreignait l'ordonnance de garde d'urgence. Elle nous a conseillé de continuer à tout archiver et, surtout, de ne jamais répondre, quoi qu'il arrive. L'après-midi même, une collègue amie nous a appris que Wang Parish avait convoqué papa dans son bureau après le déjeuner. Toute la boîte ne parlait que de ça. Papa avait été mis en congé administratif le temps que l'enquête sur les signalements auprès de la protection de l'enfance aboutisse. Quelqu'un avait posté la vidéo de l'histoire de l'armure sur les réseaux sociaux et elle était devenue virale, avec des milliers de vues et de commentaires sur les dérives de l'éducation toxique. Le responsable régional, inquiet pour l'image de l'entreprise, exigeait que papa reste à distance jusqu'à ce que tout soit réglé. Un collègue de papa nous a raconté qu'il était parti du bâtiment, l'air complètement abattu, un carton d'affaires sous le bras. 2 jours plus tard, le mercredi, j'ai eu mon premier rendez-vous avec Alba Campos au tribunal de la famille, en plein centre-ville. Son bureau débordait de jouets et de livres, même si j'étais beaucoup trop grand pour la plupart d'entre eux. Elle m'a demandé de décrire la vie à la maison avant l'épisode du débardeur, et j'ai expliqué que papa avait toujours une règle pour tout. Il choisissait mes vêtements pour les photos de classe ou les sorties importantes, et il se mettait en colère si je me maquillais ou si je changeais de coiffure. Elle prenait des notes pendant que je racontais comment il surveillait mes réseaux sociaux et lisait mes messages tous les soirs. Elle a été particulièrement attentive quand j'ai évoqué qu'il jetait sans m'en parler les vêtements qui ne lui plaisaient pas. Elle a voulu savoir s'il existait d'autres formes de contrôle. Alors je lui ai raconté le jour où il m'avait obligée à quitter le club de théâtre parce que les costumes étaient à son goût trop courts. Ce soir-là, maman a reçu un appel auquel elle ne s'attendait pas. C'était l'ex de papa, avec qui il était sorti il y a 6 mois. Elle avait tout appris par des amis et voulait nous aider, autant qu'elle le pouvait. Elle a expliqué à maman que c'est son comportement ultra contrôlant qui l'avait poussé à partir, et que l'histoire de la combinaison de plongée avait été la goutte d'eau. Elle a confié qu'il y avait eu pas mal de signaux d'alerte qu'elle avait ignorés. Il lui imposait ses tenues pour les rendez-vous pro, devenait tout de suite jaloux dès qu'un collègue masculin lui adressait la parole. Elle a proposé de rédiger une attestation ou de venir témoigner, et maman lui a donné les coordonnées de Shin. Le lendemain, Osea est revenu, cette fois pour interroger les voisins, et il a passé des heures chez Madame Jacobs à éplucher ses documents. Elle avait pris des photos de moi toute la semaine dans différentes tenues, tellement elle s'inquiétait. Elle lui a même montré les horaires des clichés, qui prouvaient l'escalade, du costume d'apicultrice le lundi à la combinaison de plongée le dimanche. 3 autres voisins sont venus raconter à Osea qu'ils avaient songé à alerter quelqu'un, même avant l'intervention. Une voisine a précisé qu'elle avait vu papa me hurler dessus à plusieurs reprises dans l'allée pour des broutilles d'ado genre la musique trop forte. Jeudi matin, Shin nous a appelés pour dire que l'avocat de papa proposait un accord. Il voulait des visites libres le week-end, à condition de suivre un stage de gestion de la colère et d'accepter un suivi thérapeutique. Shin a été claire. Absolument pas. On ne discute de rien tant qu'Alba Campos n'a pas fini son évaluation. Elle a précisé que l'avocat de papa tentait d'arrondir les angles, mais que les preuves étaient trop accablantes. Ce jour-là, au lycée, la rumeur s'est répandue à toute vitesse. Impossible de traverser un couloir sans sentir les regards, entendre les chuchotements. Certains trouvaient toute l'histoire des costumes à mourir de rire et me lançaient sans arrêt. « Alors, t'as toujours l'armure ?» D'autres étaient sincèrement inquiets et venaient en prendre de mes nouvelles, savoir si j'avais besoin de quoi que ce soit. Une copine m'a montré des captures d'écran où la vidéo circulait sur les réseaux, avec des gens qui débattaient, pour savoir si j'étais un génie ou si j'étais allée trop loin. Adeline Bray m'a prise à part entre 2 cours pour me proposer d'aménager mon emploi du temps si j'avais besoin de souffler.
Je lui ai répondu que je préférais garder mes habitudes, parce que tout chambouler ne ferait qu'empirer la situation. Elle a souri. Je comprends, mais tu sais, ma porte te reste toujours ouverte si jamais tu craques. Le vendredi avait commencé comme n'importe quel autre jour, mais tout a basculé le soir quand quelqu'un s'est mis à sonner à tous les appartements de l'immeuble de maman. Elle a jeté un œil par le Judas et a vu papa dans le couloir, alors qu'il n'avait absolument pas le droit de s'approcher. Il avait forcément réussi à convaincre quelqu'un de le laisser entrer, parce qu'il tapait à notre porte en criant qu'il voulait voir sa fille. Maman m'a lancé « Va t'enfermer dans la salle de bain » pendant qu'elle appelait la police, et j'entendais papa devenir de plus en plus bruyant et furieux derrière la porte. Les policiers sont arrivés en moins de 10 minutes. Je les ai entendus annoncer à papa qu'il était arrêté pour avoir enfreint l'ordonnance de protection. Il répétait qu'il avait des droits en tant que père, mais ils n'ont rien voulu savoir et l'ont emmené menotter. Maman m'a serré très fort, on tremblait toutes les deux, l'adrénaline et la peur de ce qui aurait pu se passer s'il était entré encore dans nos veines. Le lendemain matin, on a appris que papa avait passé la nuit en garde à vue avant d'être relâché samedi, convoqué au tribunal pour la violation. Shin nous a appelés aussitôt, en disant que ça renforçait beaucoup notre dossier, la preuve que papa ne respectait pas les limites fixées par la justice. Elle a ajouté que les juges prenaient ce genre d'infraction extrêmement au sérieux et que cela pèserait forcément dans la décision sur la garde. La semaine suivante, Alba a fixé un autre rendez-vous pour creuser la dynamique familiale. Elle m'a interrogée sur des situations précises, voulait comprendre les comportements qui se répétaient au fil des années. Je lui ai raconté à quel point papa critiquait toujours mon apparence. Il trouvait que mes jambes étaient assez trop épaisses pour des shorts ou que mes bras ne valaient rien en débardeur. Elle m'a demandé comment je vivais ces remarques. Je lui ai expliqué que, bien avant toute l'histoire du commentaire déplacé, j'avais commencé à porter des vêtements larges, juste pour éviter ses critiques. Elle voulait aussi entendre quelques bons souvenirs, mais j'ai eu du mal à en trouver, tant papa cherchait à tout contrôler chez moi. Un dimanche matin, maman a sorti 3 énormes albums photos du placard. On s'est installé sur le canapé pour les regarder ensemble. Elle a ouvert le premier album, celui de ma fête d'anniversaire de mes 5 ans. Je lui ai montré la robe de princesse rose que papa avait choisie, alors que j'aurais tellement préféré mon déguisement de dinosaure. À chaque photo d'Halloween, c'était le même refrain. Papa décidait de mon costume et maman restait en retrait, silencieuse. J'ai tourné jusqu'aux photos de Noël où papa m'imposait toujours une robe habillée pour ses soirées d'entreprise, alors que les autres enfants étaient en tenue normale. Les mains de maman se sont mises à trembler quand on est tombé sur les photos de ma remise de diplôme en 4e, ce jour-là où papa m'avait fait changer 3 fois de tenue avant d'autoriser une robe qui cachait mes genoux. Elle répétait, les yeux embués, « Je suis désolée », tout en se mouchant, pendant que je lui montrais les photos du gala de danse où papa s'était encore plaint que mon juste corps était trop moulant. La semaine suivante, Osea nous a appelés pour faire le point sur le dossier. Il nous a appris que papa suivait désormais des cours de gestion de la colère au centre social. Selon lui, l'avocat de papa voulait s'en servir comme preuve de bonne volonté, mais les services sociaux n'étaient pas convaincus par ce genre d'effort de dernière minute. Osea a souligné que 17 signalements différents, en plus de l'arrestation pour non-respect de l'ordonnance, dessinaient un schéma que quelques cours ne suffiraient pas à effacer du jour au lendemain. Maman prenait des notes pendant qu'il reprenait toute la chronologie, puis il nous a annoncé que l'audience aurait lieu dans 2 semaines. Cette même semaine, on a reçu une lettre de l'entreprise de papa au sujet de la clôture de leur enquête interne. Il gardait son emploi, mais sa promotion lui passait définitivement sous le nez. Plusieurs collègues avaient signalé des remarques déplacées qu'il aurait faites sur la tenue de certaines femmes, et cela remontait à bien avant l'histoire du costume. Papa a été muté dans un autre service, sans aucune responsabilité d'équipe, et il devait suivre une formation sur le respect en milieu professionnel avant d'espérer la moindre évolution. Maman a relu la lettre 2 fois avant de la ranger avec tous les documents que Shin nous avait conseillé de conserver pour le dossier du tribunal. Au collège, j'ai dû rédiger un essai personnel en anglais sur un moment où j'avais su me défendre, et les mots sont venus tout seuls. J'ai parlé du débardeur, des costumes, du fait qu'il faut parfois se rendre impossible à ignorer quand personne ne prête attention à ce que vous dites. Ma prof l'a lu pendant le cours, pendant que les autres bossèrent sur de la grammaire, et j'ai vu ses yeux s'agrandir à plusieurs passages. Après le cours, elle m'a prise à part et m'a demandé si elle pouvait présenter mon texte au concours d'écriture du district, en assurant mon anonymat avec un pseudonyme. J'ai accepté, surtout que le lauréat recevait une bourse, et qu'on avait désespérément besoin d'argent pour les frais d'avocat qui grimpaient en semaine après semaine. Le mercredi précédant l'audience, Alba a transmis son évaluation au tribunal, recommandant que les visites avec papa soient surveillées et accompagnées d'un suivi thérapeutique. 12 pages de rapport avec des termes comme « schéma de contrôle narcissique » et « comportement de contrainte » qui remontaient à bien avant l'épisode du costume. Elle expliquait que papa n'avait pas vraiment conscience de l'impact de ses actes sur moi et qu'il rejetait systématiquement la faute sur les autres. Shin nous a appelés, surexcités. Selon elle, ce rapport tombait à pic pour prouver au juge que ce n'était pas juste une crise d'ado qui aurait dégénéré. Dès le lendemain, l'avocat de papa a envoyé une réponse affirmant que je manipulais tout le monde
et que maman m'incitait à détruire la vie de papa. Le document disait que j'étais une ado perturbée, avide d'attention, et que maman m'avait retourné contre lui par esprit de vengeance après le divorce. Shin en arrive franchement, en nous expliquant que les juges voient clair dans ce genre de stratégie. Accuser l'enfant ne fait que montrer que le parent refuse de prendre ses responsabilités. Elle a insisté sur le fait que ce genre d'argument se retourne presque toujours contre le parent dans les affaires de garde, surtout avec tout ce que nous avions pour appuyer mon témoignage. La veille du tribunal, impossible d'avaler quoi que ce soit, je tournais en rond dans l'appartement de maman, à regarder mon téléphone toutes les 5 minutes. Maman a préparé un chocolat chaud et on s'est installé sur le canapé. Elle a pris le temps de tout m'expliquer. Comment ça allait se passer devant le juge, ce à quoi je devais m'attendre. Elle m'a promis que, quoi qu'il arrive, elle ne me laisserait pas retourner dans une situation dangereuse, qu'elle était prête à déménager au besoin. Je me suis finalement endormie vers 2 heures du matin, maman toujours assise à côté de moi, me caressant le dos, comme quand j'étais petite. Jeudi matin, nous sommes arrivés de bonne heure au palais de justice et avons attendu devant l'entrée du tribunal de la famille, tandis que Shin relisait une dernière fois les détails du dossier. Papa est arrivé, impeccable dans son costume gris, accompagné de son avocat, visiblement contrarié pour une raison ou une autre. Papa s'est avancé vers moi, mais son avocat lui a attrapé le bras pour l'arrêter, lui chuchotant à toute vitesse qu'il risquait d'aggraver la situation. Nous sommes restés là, tous un peu mal à l'aise, jusqu'à ce que l'huissier ouvre enfin les portes de la salle d'audience et appelle notre affaire pour la question de la garde. À l'intérieur, la juge Hood siégeait derrière un immense bureau en bois, plongée dans une pile de dossiers aussi épaisse qu'un annuaire. Je me suis assise entre maman et Shin, tandis que papa et son avocat s'installaient à l'autre table, de l'autre côté de l'allée. La juge a demandé une pause de 15 minutes pour terminer l'examen du dossier, vu l'ampleur des documents à traiter. De retour, elle a entamé l'audience en posant des questions préliminaires sur le non-respect de l'ordonnance de protection, et l'avocat de papa a tenté de minimiser la gravité des faits en parlant de malentendus. Elle l'a coupé net. On ne viole pas une décision de justice par simple malentendu. Puis elle est entrée dans le vif du sujet concernant la garde. Quand est venu mon tour de témoigner, j'ai pris place à la barre en essayant de masquer mon trac, pendant que l'huissier me faisait prêter serment. Shin m'a demandé de revenir sur l'incident du débardeur. J'ai tout relaté sans détour, comme on l'avait préparé, en restant posée et précise. La juge Hood s'est penchée vers moi, au moment où je racontais la menace de papa d'avoir une meilleure idée, et m'a demandé ce qu'il entendait par là. Je lui ai expliqué qu'il m'avait montré la brochure d'un camp de survie, connu pour sa réputation d'endroit où l'on malmène les jeunes pour les rendre obéissants. Elle a pris des notes, puis a fait signe à Shin de poursuivre l'interrogatoire, pendant que papa, mal à l'aise, se tortillait sur sa chaise, peu ravi que le sujet du camp soit abordé devant tout le monde. Puis, lorsque papa a été appelé à témoigner, son avocat a commencé par des questions faciles, sur la manière dont il subvient à mes besoins, et son désir d'être un père attentif qui souhaite guider sa fille adolescente. Papa a redressé la tête et expliqué qu'il n'avait jamais ménagé ses efforts pour que je ne manque de rien, ajoutant qu'il voulait simplement que je me respecte et que je me présente dignement face au monde. Son avocat est revenu sur l'affaire du débardeur. Papa a alors prétendu que j'exagérais tout, comme savent le faire les adolescentes, et qu'il s'était contenté de me demander de m'habiller un peu plus convenablement. Mais la juge l'a interrompu, le regardant droit dans les yeux. Dans ce cas, pourquoi avoir utilisé le mot « traîner » si ce n'était qu'une histoire de tenue? Papa a ouvert la bouche, l'a refermée plusieurs fois, avant de finir par affirmer qu'il ne se rappelait pas avoir employé ce terme et que j'avais sans doute mal compris ses intentions concernant la tenue correcte. La juge Hood a continué à prendre des notes, le visage de papa virant au cramoisi, pendant que son avocat embrayait aussitôt sur ses relations passées. C'est à ce moment que les choses ont pris une tournure inattendue. L'ancienne compagne de papa a fait son entrée, vêtue d'un tailleur strict, le regard décidé, et s'est installée à la barre des témoins. Elle a expliqué à la juge les 6 mois qu'ils avaient passés ensemble, racontant comment papa critiquait sans cesse ses vêtements, trouvant ses jupes trop courtes ou ses chemisiers trop moulants pour une femme de son âge. Elle a aussi parlé de sa manie de fouiller dans son téléphone pour voir à qui elle écrivait, et de ses accès de colère quand des collègues masculins aimaient un de ses publications sur les réseaux sociaux, alors qu'il s'agissait simplement de photos de vacances. Il lui avait même demandé de supprimer plusieurs amis hommes de ses contacts, jugeant qu'une femme en couple ne devrait pas avoir d'amis masculins en ligne. Elle a confié que le quitter avait été la décision la plus difficile, mais la plus salutaire de sa vie, tant le contrôle qu'il exerçait sur elle avait fini par devenir insupportable. Avant de quitter la barre, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, du bout des lèvres, qu'elle était désolée de n'avoir rien dit plus tôt. Ensuite, Adeline du collège est venue témoigner à son tour, les bras chargés d'un épais dossier qu'elle a posé devant elle en prêtant serment. Elle a sorti des notes datées, retraçant tous les épisodes depuis le jour où j'étais venue déguisée en apicultrice jusqu'à l'incident du casque de plongée. Elle avait tout consigné, chaque discussion avec moi, mon état émotionnel, les remarques précises sur les règles imposées par papa et ses commentaires sur mon corps. Adeline a expliqué à la juge Hood, d'une voix posée et professionnelle,
Qu'à ses yeux, mes déguisements étaient avant tout une façon d'appeler à l'aide, car je ne savais plus comment me faire entendre des adultes. Elle a détaillé que les victimes de violences psychologiques adoptent parfois des comportements extrêmes pour manifester leur détresse lorsque le dialogue devient impossible, et que c'était exactement ce qu'elle avait observé dans mon comportement. La juge l'a remerciée pour la clarté et la rigueur de ses notes, puis lui a demandé quel était, selon elle, mon état émotionnel actuel et ce dont j'aurais besoin pour me sentir en sécurité. Adeline a répondu qu'à son avis, j'avais besoin avant tout de stabilité et de soutien, loin de toute source de contrôle, tout en étant accompagnée pour surmonter les conséquences émotionnelles de ce que j'avais traversé. Après son témoignage, la juge Hood s'est tournée vers papa pour l'interroger de manière très directe sur ce fameux camp en pleine nature, auquel il m'avait menacé de m'envoyer après l'histoire de la combinaison de plongée. L'avocat de papa a tenté de s'opposer à la question, mais la juge a estimé qu'elle était parfaitement pertinente pour statuer sur la garde et la sécurité, et papa a dû s'expliquer. Il a reconnu avoir pris des renseignements sur un programme appelé Redemption Ranch, spécialisé dans les adolescents à problème, mais il a assuré qu'il avait juste voulu me faire peur pour que j'arrête les déguisements. La juge lui a alors demandé s'il avait versé de l'argent à ce programme. Papa a fini par admettre, à contre-cœur, qu'il avait payé un acompte de 500 $ pour réserver une place, tout en insistant sur le fait qu'il n'avait jamais vraiment eu l'intention de m'y envoyer. J'ai vu le visage de la juge se fermer tandis qu'elle prenait de longues notes et soulignait manifestement quelque chose à 3 reprises sur son bloc, pendant que papa, lui, semblait de plus en plus mal à l'aise sur sa chaise. Elle lui a demandé s'il était au courant que ses séjours en pleine nature avaient déjà fait l'objet d'enquêtes pour maltraitance et que plusieurs avaient été fermés pour avoir mis des enfants en danger. Papa a répondu qu'il n'avait entendu que des retours positifs, parlant de discipline et de respect, mais la juge a levé les yeux au ciel tout en continuant d'écrire, de plus en plus agacée par ses réponses. Après 3 heures de témoignages et de présentation de preuves, la juge Hood a annoncé qu'elle avait assez d'éléments pour trancher sur la garde provisoire, en attendant la fin de l'enquête complète. Elle a précisé qu'au vu des faits, notamment le schéma de comportement contrôlant et la menace de m'envoyer dans un programme risqué, elle confiait la garde provisoire exclusive à maman. Papa aurait seulement droit à des visites surveillées, un samedi sur 2 pendant 2 heures, dans un centre familial agréé, avec un travailleur social chargé d'observer les échanges. Il devrait aussi suivre des cours de gestion de la colère et au moins 6 mois de thérapie validée par le tribunal, avant même d'envisager une visite sans surveillance. L'avocat de papa s'est levé d'un bond en annonçant leur intention de faire appel, affirmant que la décision reposait sur des allégations exagérées et une incompréhension de l'autorité parentale normale. La juge Hood a alors pris un ton glacial pour avertir que toute nouvelle violation des décisions du tribunal, y compris une tentative de contact hors cadre officiel ou tout harcèlement, entraînerait la perte totale de ses droits parentaux. Elle a ajouté avoir étudié le rapport de police sur l'arrestation de papa pour non-respect de l'ordonnance de protection, ce qui démontrait clairement son refus de respecter les limites imposées par la loi. Le visage de papa est devenu livide, comme s'il réalisait enfin qu'il ne pourrait plus minimiser ce qui se passait ou réduire la situation à des caprices d'adolescente. À la sortie, maman et moi allions vers le parking quand papa s'est précipité pour essayer de me parler une dernière fois, répétant que tout cela était injuste. Avant qu'il n'ait pu s'approcher, Osea s'est interposée, main levée, lui rappelant que tout contact devait désormais passer par les voies officielles, conformément à la décision de la juge. Il lui a précisé que s'approcher de moi était contraire à l'ordonnance de garde et qu'il serait obligé de consigner cet incident, ce qui pourrait peser dans les décisions à venir. Papa était reparti, furieux et abattu, tandis que Osea nous accompagnait jusqu'à la voiture de maman, s'assurant qu'il ne nous suivait pas. Ce soir-là, maman a commandé des pizzas dans mon resto préféré et on s'est installé sur son canapé, mangeant en silence, chacune digérant à sa façon ce qui s'était passé au tribunal. À un moment, elle s'est mise à pleurer et m'a demandé pardon de ne pas m'avoir protégée plus tôt, disant qu'elle aurait dû voir les signes, mais qu'elle avait été trop préoccupée par le fait d'éviter les conflits pendant le divorce. Je lui ai répondu que ce qui comptait pour moi, c'était qu'elle soit présente aujourd'hui, au moment où j'avais besoin d'elle, et qu'elle ait pris ma défense quand ça comptait vraiment. Le vendredi au collège avait une ambiance étrange mais légère. Je savais que je n'aurais pas à retourner chez papa ce soir-là, ni à me soucier de son humeur. Adeline m'a appelée dans son bureau à la pause déjeuner pour prendre de mes nouvelles après la séance éprouvante du tribunal et tous les témoignages sur ma situation. Elle m'a rappelé qu'on ne guérit pas d'une telle expérience en ligne droite et qu'il était normal d'avoir des sentiments mitigés envers papa, même si son comportement était inacceptable. Le week-end chez maman s'est passé calmement et je me suis rendu compte, en m'habillant le dimanche matin, que c'était la première fois depuis des années que je choisissais mes vêtements sans stress. J'ai enfilé un short et un débardeur parce qu'il faisait chaud, puis je suis allée faire les courses avec maman pour préparer le dîner. Personne n'a fait de remarques désagréables sur ma tenue, personne ne m'a culpabilisé de montrer mes bras ou mes jambes, juste comme tout le monde quand il fait chaud. 2 semaines plus tard, le centre familial a appelé pour fixer la première visite surveillée et maman m'y a emmené un samedi matin, alors que j'avais l'estomac noué. Le bâtiment ressemblait à une vieille crèche, avec des fresques colorées sur les murs et des chaises en plastique dans la salle d'attente où d'autres enfants attendaient avec leurs parents gardiens, aussi nerveux que moi. Papa est arrivé, 5 minutes en retard, habillé d'un costume neuf avec un bouquet de fleurs, que l'assistante sociale a aussitôt confisqué, en expliquant que les cadeaux n'étaient pas autorisés lors des visites.
Nous sommes entrés dans une pièce pleine de jouets et de livres. J'étais bien trop grande pour tout ça, pendant que l'assistante sociale s'installait dans un coin, carnet à la main, notant tout ce qui se passait. Papa a passé la première heure à m'expliquer que la thérapie lui permettait enfin de comprendre ses erreurs et qu'il avait déjà changé en seulement 2 semaines, ce qui me paraissait franchement peu crédible. Il me demandait sans cesse si je lui manquais et quand je pourrais rentrer à la maison, pendant que l'assistante sociale écrivait de plus en plus vite et lui rappelait de rester centré sur le présent, pas sur un retour hypothétique. La seconde heure a paru interminable, papa essayant de me faire parler de l'école. Mais je me contentais de répondre par des monosyllabes, les yeux rivés sur l'horloge qui avançait vers midi. Une fois le temps écoulé, il a voulu me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé, et l'assistante sociale a noté cela elle aussi, puis elle nous a raccompagnés chacun vers une sortie différente pour éviter toute rencontre sur le parking. Sur le chemin du retour, maman m'a demandé comment ça s'était passé, et j'ai juste haussé les épaules. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur 2 heures de silence gênant et de promesses désespérées. Ce lundi-là, Adeline Bray m'a donné la carte d'une thérapeute, précisant qu'elle avait déjà pris contact pour expliquer ma situation, histoire que je n'ai pas à tout recommencer depuis zéro. Le cabinet était aménagé dans une maison, avec de gros fauteuils moelleux et des boîtes de mouchoirs posées un peu partout, ce qui a tout de suite pris son sens une fois qu'on a commencé à parler de tout ce qui s'était passé. Elle m'a demandé de raconter l'histoire des vêtements, mais voulait aussi remonter à ce qui s'était passé des années plus tôt, ce qui m'a fait réaliser à quel point l'emprise de papa datait en réalité de bien avant tout ça. On a discuté de la manière dont il choisissait mes amis ou mes activités, trouvant toujours une bonne raison pour décréter que certaines choses n'étaient pas faites pour sa fille. Petit à petit, entre les séances, maman et moi avons réappris à vivre ensemble sans les disputes incessantes qui rythmaient la vie chez papa. Au lieu de m'imposer une heure de retour, elle me demandait simplement ce que je préférais, et pour le ménage, on s'organisait en fonction de nos emplois du temps, pas selon d'étranges règles sur le respect. Si je voulais aller au cinéma avec des copains, elle se contentait des questions de base. Qui conduit? À quelle heure ça finit? Plutôt que d'interroger sur les garçons. On n'était pas toujours du même avis, mais elle écoutait mon point de vue, et on trouvait des compromis, comme font les gens normaux, au lieu de brandir la menace de sanction. 1 mois après l'audience pour la garde, l'avocat de papa a déposé des documents expliquant qu'il avait suivi une thérapie pour gérer sa colère et qu'il souhaitait reprendre les visites sans surveillance sur le champ. La juge Hood a fixé une audience où papa est venu avec des attestations de ses cours et des lettres de sa thérapeute vantant ses progrès. Elle a tout examiné avec attention et a conclu que 6 mois de visites surveillées serait le minimum avant d'envisager un changement. L'avocat de papa a tenté de dire que c'était une punition, mais la juge Hood l'a remis à sa place en lui rappelant que regagner la confiance d'une adolescente insultée ne se faisait pas en quelques séances de gestion de la colère. Au lycée, ma prof d'anglais a envoyé mon essai sur la lutte contre le contrôle à un concours d'écriture sans m'en parler, jusqu'à ce qu'il décroche la 2e place. Elle m'a prise à part après le cours pour m'expliquer qu'on voulait que je le lise lors de la remise des prix, mais qu'elle comprendrait si je préférais éviter ce genre de spotlight. Je lui ai dit que je monterais sur scène pour accepter la récompense, mais que je ne voulais pas lire l'essai à haute voix, parce que tout le monde en savait déjà bien assez sur ma famille. J'ai reçu un diplôme avec une carte cadeau de 50 €, et voir mon nom dans le programme, à côté de réalisations normales, m'a fait un drôle d'effet. Un samedi sur 2, c'est devenu notre nouvelle routine. Papa venait au centre familial et essayait différents stratagèmes pour que je lui parle. Et parfois, il apportait des jeux de société et on jouait en silence sous le regard de l'assistante sociale. D'autres fois, il essayait d'engager la conversation sur des thèmes neutres, du genre film ou sport. Progressivement, il a arrêté d'insister pour que je revienne à la maison ou pour modifier la garde, et il s'est mis à vraiment écouter quand je parlais de l'école ou de mes amis. Il posait même des questions ensuite, qui semblaient sincères, au lieu de chercher le moindre détail à retourner contre maman devant le juge. 3 mois après le début de tout ça, maman a lancé la procédure de divorce pour différents irréconciliables, et années de comportements contrôlants impossibles à ignorer plus longtemps. Papa ne s'y est pas opposé, ce qui a surpris tout le monde, mais sans doute que son avocat lui a fait comprendre qu'une bataille ne ferait qu'empirer la question de la garde. Comme ils étaient déjà séparés et n'avaient pas grand-chose à se partager, ça a été vite réglé. La thérapie m'a permis d'identifier des schémas dont je n'avais jamais eu conscience, comme le besoin de m'excuser tout le temps, même sans raison, ou celui de tout vérifier plusieurs fois avec mes amis avant de prendre une décision. Ma thérapeute m'a aidé à faire confiance à mon propre jugement, à m'exprimer quand quelque chose me dérangeait, au lieu de tout accepter juste pour éviter les conflits. On s'est entraînés à poser des limites, à travers des jeux de rôle, jusqu'à ce que ça devienne plus naturel de dire non, sans systématiquement céder. Avec l'arrivée du printemps, je me suis inscrite en club de débat, en partie parce qu'Adeline Bray m'avait conseillé de choisir des activités où l'essentiel était de prendre la parole. L'entraîneur m'a associée à des débatteurs expérimentés qui m'ont aidé à structurer mes arguments et à trouver des preuves pour défendre différents avis. Un jour, Adeline est passée à un entraînement et m'a confié qu'elle était fière de voir comment je transformais une période difficile en quelque chose de positif. En fin d'année scolaire, la thérapeute de papa a appelé maman pour savoir si j'accepterais une séance commune, afin de travailler notre relation avec l'aide d'une professionnelle. Maman m'a laissé choisir, et après une semaine de réflexion, j'ai accepté d'essayer, juste pour voir. Papa s'est sincèrement excusé, sans se justifier ni me dire que j'avais mal compris ou trop dramatisé son style parental.
Il a reconnu que ses craintes de me protéger étaient devenues un contrôle étouffant qui m'avait blessée, et il s'est excusé pour tout ça. J'ai eu un drôle de ressenti après la séance, mais la thérapeute a dit que c'était normal après ce qu'on avait traversé. Maman est venue me chercher, et on est rentrés ensemble, sans vraiment parler, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur le moment. Les semaines suivantes, les visites surveillées ont continué un samedi sur 2, tandis que papa poursuivait sa thérapie de son côté. Maman, libérée de la gestion permanente de papa, s'est mise à rester plus tard au travail. Son patron a noté ses progrès et lui a proposé le poste de directrice qu'elle espérait depuis si longtemps. On a fêté ça à la brasserie et j'ai mis une robe bleue choisie juste parce qu'elle me plaisait. À travers la table, maman n'a pas arrêté de me sourire, puis elle m'a dit qu'elle était fière de nous deux d'avoir tenu bon. 6 mois ont passé, avec papa respectant toutes les conditions fixées par le tribunal, sans jamais manquer ni une séance de thérapie, ni une visite surveillée. Lors de l'audience de suivi, la juge Hood a étudié tous les rapports des assistantes sociales et de la thérapeute de papa. Elle a estimé qu'il avait fait suffisamment de progrès pour tenter des visites du samedi sans supervision, mais en posant des limites strictes sur les horaires et les activités. La première visite sans surveillance était franchement étrange, juste tous les deux dans sa voiture, sans assistante sociale. On est allé manger dans le fast-food où j'allais enfant, puis voir un film d'action, histoire de ne pas avoir à trop discuter. Je portais un short et un débardeur à cause de la chaleur, et j'ai bien vu qu'il s'apprêtait à faire une remarque sur ma tenue. Mais il s'est ravisé et m'a demandé des nouvelles du lycée à la place. Petit à petit, chaque visite devenait un peu moins tendue, et on trouvait des sujets tranquilles, comme les films ou les devoirs, qui n'avaient rien à voir avec le passé. J'ai eu 18 ans juste avant la rentrée en terminale. Alors maman avait organisé une petite fête à l'appart avec mes amis les plus proches. Papa n'était pas invité, mais il avait envoyé une carte qui est arrivée le matin même, accompagnée d'un bon cadeau pour mon magasin de fringues préféré. Le message était simple. Joyeux anniversaire et papa t'aime, sans aucune remarque sur la façon dont je devais m'habiller, ni aucune tentative de contrôle. Les dossiers pour les facs m'ont complètement absorbé cet automne, entre les lettres de motivation, les délais à respecter et les demandes de bulletins. Pour mon essai principal, j'ai choisi d'écrire sur l'importance de faire entendre sa voix, surtout quand quelqu'un essaye de vous la confisquer, et sur le fait que parfois, il faut savoir s'imposer, même si ça dérange. Ma conseillère l'a lu et m'a dit que c'était l'une des lettres les plus marquantes qu'elle ait vues en 20 ans de métier ici. J'ai postulé dans 7 universités, mais au fond, ce que je voulais, c'était être admise au programme de pré-droit de la fac publique. J'ai reçu la lettre d'acceptation en mars, accompagnée d'une bourse partielle qui couvrait presque la moitié des frais d'inscription. Quand j'ai montré la lettre à maman, elle s'est mise à pleurer, et papa m'a envoyé un message pour me féliciter quand je lui ai annoncé la nouvelle pendant notre traditionnel déjeuner du samedi. Le jour de la remise des diplômes, il faisait une chaleur étouffante, mais ça m'était bien égal. J'étais assise avec mes camarades à attendre de passer sur scène. Maman était au 3e rang avec son nouveau compagnon, avec qui elle est depuis quelques mois, tandis que papa était installé plusieurs rangs plus loin, respectant les limites qu'on avait posées avec l'aide de la psy. Quand mon nom a été appelé, je les ai entendus tous les deux m'encourager, chacun à leur façon. Et pour une fois, j'ai seulement ressenti de la vraie fierté, sans cette impression d'être contrôlé ou possédé. Après la cérémonie, on a fait des photos chacun de notre côté, puis papa m'a tendu une carte de félicitations, avec un chèque glissé à l'intérieur, avant de s'éclipser pour laisser à maman son moment avec moi. Préparer mes affaires pour la fac, ça voulait dire fouiller dans toute ma chambre, y compris le placard où j'avais planqué les déguisements de cette semaine complètement dingue. La combinaison de protection et le casque de plongée étaient toujours dans leur carton, alors j'ai décidé de les donner au théâtre municipal. Ils étaient ravis de récupérer des costumes aussi réalistes pour leur réserve, et personne ne m'a demandé à quoi ils m'avaient servi. J'ai gardé une seule robe, la plus sobre, une longue robe en jean que j'avais portée au barbecue du bureau de papa, là où tout avait commencé. Parfois, il faut garder des souvenirs pour ne pas oublier le chemin parcouru et la force qu'il a fallu pour retrouver sa voix quand on a voulu vous la prendre. La robe est maintenant suspendue au fond du placard de ma chambre à la fac, et à chaque fois que je la vois, je repense à cette semaine où j'ai décidé qu'on ne pourrait plus m'ignorer. Papa et moi, on continue nos déjeuners du samedi quand je rentre, et il n'a plus jamais fait de réflexion sur mes fringues. Maman s'est fiancée à son compagnon le mois dernier et m'a demandé si ça me convenait, et ça me va très bien. La vie a repris son cours après cette semaine de folie avec les déguisements, mais les leçons sont restées. Il faut savoir se défendre, même si ça paraît un peu fou. Merci d'être resté avec moi pendant que je vous racontais tout ça. J'espère que mes questions n'étaient pas trop bizarres. J'adore échanger avec vous, alors on se retrouve bientôt. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu dans le même esprit.